Bonsoir à tous. Pas mal de choses différentes à raconter sur la carrière et la réussite de celui qui est notre French Boss de la semaine. On va aller le rencontrer à San Francisco dans quelques secondes. Mathieu Kohlmeier. Pas mal d'histoires à raconter parce que d'abord, c'est l'histoire d'une réussite fabriquée dans une niche, c'est la première chose. Et deuxièmement, parce que c'est l'histoire d'une réussite fabriquée sur les fondaisons d'une entreprise familiale créée de longue date. Mathieu Kohlmeier, bonjour. Merci d'être avec nous depuis San Francisco. C'était facile à illustrer la ville de San Francisco, le Golden Gate qui est derrière moi. Et vous savez que dans cette émission, Mathieu, on commence toujours par cette question, une sorte de gimmick, une sorte de tic que j'ai. Cette ville de San Francisco, quelle est la part qu'elle a eue dans votre aventure entrepreneuriale et peut-être même au-delà dans la réussite de votre aventure, Mathieu? C'est une part très importante, il faut le dire. Bon, la baie de San Francisco, c'est le pont, c'en est qu'un icône, mais la baie de San Francisco, c'est un endroit très agréable à vivre. Et effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai monté l'entreprise en 2002-2003, les 2 premières années étaient très difficiles, évidemment. On perd de l'argent, on négocie des trucs difficiles. Il y a toujours des moments où c'est up and down, et des moments où on a l'impression que le nombre de fois j'étais avec ma copine qui est devenue ma femme, le nombre de fois je lui ai dit bon écoute on fait les bagages, on se casse, ça va pas marcher cette histoire. Mais en fait je louais une maison qui avait une vue sur toute la baie de San Francisco et le temps est plutôt favorable ici. Et je vais dire un truc, quand je rentrais d'une journée bien difficile, je regardais cette vue, j'étais là, ça vaut quand même le coup de s'accrocher parce que c'est quand même un endroit très joli. Donc ça a clairement été un élément moteur en fait. Finalement, quand on a envie de vivre dans un endroit et quand on y est bien, en fait, ça donne du courage à l'ouvrage. Voilà. Donc, on va rentrer dans le détail de... Pardon Mathieu, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, pas de problème. On va rentrer dans le détail. Donc, je disais en préambule que votre réussite, vous l'avez construite sur une niche. Alors moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Franchement, j'y connais pas grand-chose aux huiles, mais vous êtes en train de faire une énorme réussite dans le domaine de l'huile alimentaire, hein, pas l'huile de moteur. Racontez-moi un peu. Eh bien, en fait, effectivement, on est arrivé aux États-Unis par une toute petite niche, un peu par une petite fenêtre dans le marché des huiles. Bon, évidemment, les huiles, c'est un produit de base, c'est comme le sucre, le sel, enfin, c'est un truc que tous les humains consomment, quel que soit leur niveau de vie. Il se trouve quand même que en France, on a cette spécialité qui est de faire de l'huile de noix, de l'huile de pistache et faire des petites huiles comme ça. Donc, c'était vraiment une spécialité de la vallée de la Loire. Et en fait, mon père, en fait, a récupéré une petite entreprise au début des années 90 pour fabriquer ces huiles-là. Et en fait, aux États-Unis, il y a ce mouvement depuis 20 ans de bouffe naturelle. Chaque catégorie, en fait, est un peu révolutionnée. Et donc, on s'est rendu compte au début des années 2000 qu'il y avait une opportunité intéressante aux États-Unis où, en fait, les Américains redécouvraient les huiles. Ils avaient été un peu l'huile d'olive dans les années 90. Ça a permis à beaucoup de gens de redécouvrir qu'une huile, c'est pas juste un corps gras qui pouvait être négatif, mais en fait, ça pouvait être quelque chose qui pouvait être bon pour la santé, qui pouvait avoir du goût. Et donc voilà, en fait, il y a eu un peu dans cette révolution de produits naturels. Dans la catégorie des huiles, en fait, il y a eu une ouverture pour des huiles de spécialité, pour des huiles naturelles, pour des huiles qui soient, je dirais, avec du goût, qui soient un petit peu plus riches pour la santé, ainsi de suite. Et donc, on est venu s'installer en Californie en 2002-2003 au début pour fabriquer des huiles de fruits secs, parce que la Californie était le plus gros producteur mondial de noix, d'amandes, de pistaches. Et de là, en fait, on a ouvert en fait, le champ, parce qu'aujourd'hui, c'est pas notre principal produit. Aujourd'hui, ça représente 5-10% de notre chiffre d'affaires. Le gros de notre chiffre d'affaires aujourd'hui, on va le faire avec de l'huile d'avocat, de l'huile de sésame, de l'huile de coco importée des Philippines. Enfin, en fait, tout le champ des huiles de spécialité ou des huiles premium et bio, c'est dans ce champ-là qu'aujourd'hui on travaille. Mathieu, on va parler dans quelques instants de votre CV parce que votre CV, quand on le lit attentivement, ce que j'ai fait, il explique pas mal de choses sur ce qui se passe aujourd'hui chez vous. Auparavant, est-ce que l'huile, c'était une passion chez vous ou est-ce que ça a été le hasard effectivement de l'entreprise familiale qu'il fallait faire grandir et faire perdurer? Non, c'était pas nécessairement une passion initiale, parce que en fait, moi, j'ai grandi, j'avais pas nécessairement non plus le désir de travailler avec mon père, c'était plutôt en fait un désir entrepreneurial et un désir je sais pas trop pourquoi, mais j'avais vraiment un désir d'expatriation également. En fait, j'avais envie d'aventure. Je crois que Ouais. pour moi, c'était l'aventure, c'était partir, c'était voyager, partir loin, faire des trucs un peu différents.
Et quand ce projet, quand mon père m'a dit, tiens, aux États-Unis, on a un partenaire qui serait peut-être intéressé pour fabriquer des huiles, il semblait que le marché soit intéressant, est-ce que tu veux aller voir qu'est-ce qui s'y passe? Moi, à ce moment-là, je me tâtais dans la high-tech à faire, c'était le boom du e-commerce et ainsi de suite. Donc, je me disais, est-ce que je ne vais pas me lancer là-dedans? Et j'ai sauté sur l'occasion et effectivement de fabriquer des produits naturels et des produits alimentaires qui sont de bonne qualité et quelque chose de fantastique, quoi. Il y a un purpose qui est super fort. Et donc, c'est un peu le hasard qui m'y a amené. Et en fait, ça a été le projet entrepreneurial que j'ai choisi de pousser. Et ben, écoutez, ça fait 20 ans que je suis derrière et que ça me passionne. Donc, je pense que c'était un bon choix. Ouais, je pense aussi. On va reparler justement parce que en fait, en regardant votre CV, on s'aperçoit que sous le petit Mathieu, le jeune Mathieu perçait déjà le futur chef d'entreprise. Parce que si on regarde des études que vous avez fait une école de commerce à Paris qui est plus qu'une école de commerce, qui est une école de business, une école destinée à former des managers. Après, vous avez fait des universités aux États-Unis, mais tout dans vos études indiquait déjà que vous alliez devenir entrepreneur. Donc, vous nous confirmez ce que vous nous disiez à l'instant, c'était un truc qui vous trottait dans la tête de créer votre boîte, de devenir le patron, l'entrepreneur, non? Oui, ouais, clairement. Ouais, ouais. Ben, ouais, effectivement, j'ai fait l'école de commerce à Rouen qui s'appelle le SC Rouen, qui a changé de nom aujourd'hui, qui s'appelle Neoma. Donc, effectivement, il y avait déjà clairement identifié la volonté de dans le business. Et après, effectivement, je suis parti au Canada à faire un MBA. Et, c'était gestion de projet, entrepreneuriat, c'était des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Et effectivement, à ce moment-là, j'étais en pleine réflexion de quel type d'emploi je pouvais monter. J'avais des listes, j'avais un petit carnet où j'essayais de trouver toutes les idées que je pouvais avoir. Je faisais la liste. Voilà, donc c'est toujours été effectivement un driver. En fait, pour moi, j'avais cette fascination de dire, OK, comment on fait apparaître quelque chose de rien, quoi. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui existent, qui sont là, on a l'impression qu'elles font partie de notre quotidien, et on se dit qu'on ne pourrait pas vivre sans. Et en fait, il y a un moment, elles n'existaient pas du tout, en fait. Et donc, dans cet esprit de création d'entreprise, il y avait quelque chose de fascinant de pouvoir dire qu'on allait créer quelque chose qui allait faire partie de l'univers de tout le monde. Et donc, c'est la chose qui me fascinait initialement, effectivement. Aujourd'hui, j'ai pas mal évolué, et en fait, ce succès, il me permet aujourd'hui de regarder les choses un peu différemment et c'est de dire, OK, comment cette société, comment cette entreprise qu'on a montée, elle peut être une entreprise citoyenne? Comment cette entreprise, elle peut être une entreprise vertueuse? Et en fait, un petit peu d'utiliser ce pouvoir qu'on a aujourd'hui en tant que marque avec ces distributions très larges pour le mettre au service d'une cause qui soit positive, en fait. Bon, ça a toujours été un peu le cas, en fait, c'était derrière, puisqu'en fait, on faisait des produits qui étaient bons pour la santé depuis le début et des produits qui étaient riches en goût et tout ça. Mais aujourd'hui, disons qu'on a plus de moyens et on devient de plus en plus une boîte à mission, en fait, que juste une entreprise qui fait que des produits gastronomiques, en fait. Ouais, vous avez plus de moyens, mais il y a aussi l'air du temps qui est en train de plus en plus s'acheminer vers ce genre de considération. Et, et vous y êtes sensible à cette ère du temps ou est-ce que c'était quelque chose que vous aviez en vous déjà? Non, ça a toujours été en moi. En fait, l'alternative que j'ai souvent considérée, c'était d'aller travailler en fait dans les non-profits et partir plutôt sur des projets caritatifs. Donc, il y a toujours eu un peu Pardonnez-moi, mais c'est raté. C'est raté, les non-profit. Ah ouais, je On sais va en pas. parler tout à l'heure. Aujourd'hui, on a 150 salariés, c'est 150 familles qui vivent de ça. Donc, en fait, quand même, on joue un rôle quand même assez fort. Donc, en C'est fait, un terrible échec. C'est un terrible échec par rapport à vos désirs de non-profit. non, pas du tout. Là, justement, là, le succès de la Tour Angèle fait qu'on vient de créer la fondation La Tour Angèle, donc qui nous permet de redistribuer une partie de nos profits. Et donc, je pense justement au travers en fait de cette action, je pense que j'ai un pouvoir d'influence sur la société qui est important en fait. Donc, au regard de ça, en fait, si je me pose la question aujourd'hui, c'est quoi je peux faire avec ma vie qui peut avoir le plus d'impact pour la société? Je pense que continuer à entreprendre et continuer à entreprendre pour amener des solutions en fait au problème de société, pour améliorer la nutrition des gens et ainsi de suite. Je pense que c'est des choses qui peuvent être très, très positives. Donc, c'est pas complètement incohérent. Il y a un petit peu de cohérence quand même. Mathieu, la Tour Angèle, ça existe depuis 2003. Je vais vous demander donc de vous projeter 17 ans en arrière. Quel âge avez-vous? Vous êtes très jeune, vous faites très jeune, donc vous devez l'être. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc je ne sais pas si je suis si jeune que ça, mais effectivement, C'est quand pas, j'ai monté la Tour Angèle, j'avais 23 ans, ouais, j'étais tout jeune. Ouais. En fait, j'ai écrit le business plan de la Tour Angèle alors que je n'avais pas fini mes études, donc ouais, j'avais c'est ça. encore 21, 22 ans. Euh, Ouais. donc c'était une Alors, aventure. rappelez-vous, Mathieu, justement, quand vous aviez 21, 22 ans, que vous écriviez le business plan, 23 ans, la création de la société, rappelez-vous, à ce moment-là, vous étiez animé par quoi? De l'euphorie, de la crainte de l'avenir? Quel était le moteur du tout jeune Mathieu à cette époque-là? Euh,
C'est il y a tellement longtemps, je comprends que vous vous rappeliez pas. Non, je crois que j'étais assez confiant, en fait. Assez confiant. Enfin, j'étais évidemment inquiet parce que je pense que, enfin, on manque de confiance en soi à cet âge-là, nécessairement, et en particulier, bon, on est tout jeune. Donc, j'avais tendance à mettre un costume et à m'habiller bien pour essayer un petit peu quand même de Bah oui. remonter l'image que je pouvais avoir au regard des autres. Mais bon, en plus, faut voir que je le faisais en anglais, hein. C'était pas du tout ma langue, ma première langue. Moi, mon père est allemand, donc je parlais français et allemand déjà, mais l'anglais, je le parlais comme quelqu'un qui l'a appris à l'école. Faire du call calling ou appeler des clients ça fait toujours peur d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas pour essayer de vendre ses services. On s'expose vachement, quoi. Ça, dans toutes les langues, mais alors en plus quand on le fait en anglais, c'est pas aussi simple. Ou aussi gérer des gens, c'est-à-dire que moi, j'avais mon premier salarié, mon directeur des opérations, il avait presque 35 ans, 40 ans de plus que moi, donc c'était pas nécessairement des choses qui étaient hyper faciles. Mais bon, en fait, dans l'action, on se projette. En fait, non, je m'éclatais, quoi. Euh, Après, au fond, j'ai levé de l'argent auprès de deux opérateurs. Un, c'était Mitsubishi. Donc là-dessus, j'étais assez. C'était froid, enfin, au sens où c'est un truc capitalistique. Mais de l'autre côté, je levais de l'argent quand même auprès de mon père qui me faisait confiance. Et donc là, j'avais quand même, c'était ça le principal élément de stress, en fait. De se dire, tu t'empruntes, enfin, tu prends de l'argent de tes parents et en fait, est-ce que tu vas le perdre, quoi. Et donc, c'était évidemment une chance formidable. Donc, on était à 50-50 avec Mitsubishi. Donc, j'avais fait en fait une levée de fonds avec 50% de ma famille, mon père, en fait, qui me faisait confiance pleinement, et 50% Mitsubishi. Donc oui, effectivement, il y avait un petit peu de stress de ce côté-là. Donc pour moi, les 2 premières années, c'était plus ça, c'est-à-dire est-ce que je vais tout rater et que ce serait quand même terrible d'avoir cramé toutes les économies de ses parents, c'est pas terrible, quoi. Donc ça, c'était le côté un peu stressant. Et la levée de fonds auprès de Mitsubishi, on sait qu'aujourd'hui, la levée de fonds, c'est l'ADN de l'entrepreneur. Tous ceux avec lesquels on se entretient pour cette rubrique nous le disent, ils ont tous eu à lever des fonds à un moment ou à un autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez appris à l'école? Moi, je sais que c'est quelque chose qui ne doit pas être évident. Aller demander de l'argent, c'est pas un truc évident. Alors, vous avez eu la chance d'avoir 50% effectivement qui venait de votre père, mais n'empêche qu'il fallait trouver 50% restants. Est-ce que ça a été dur pour vous? Est-ce que vous avez dû vous faire violence pour aller faire ça? Non, non, pas du tout, en fait. Non, pas Bon, particulièrement. c'est une Non, en fait, question idiote, donc. non, 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 pas du tout. Non, non, c'est pas une question là. Je pense pas que c'était. Enfin, je sais pas, quand on croit à un projet, finalement, on le vend, quoi. Et après, c'était un cheminement qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que enfin, il faut revenir en 2002. Hein. En 2002, dans la bouffe, dans l'alimentaire, en fait, il n'y avait pas non plus autant de fonds d'investissement qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on voit plein de petites entreprises dans le secteur agro qui lèvent des sommes importantes, quoi. Il y a plein de fonds d'investissement qui travaillent. Il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le cas, hein. Et c'était déjà le cas, évidemment, dans la high-tech, mais ce n'était pas le cas dans la bouffe encore. Donc, ce n'était pas du tout aussi commun. Je n'avais pas du tout le choix. Aujourd'hui, si je veux lever de l'argent, je fais le tour des popotes, je trouve 15 fonds d'investissement que je peux aller pitcher avec dans le même modèle qu'on a aujourd'hui dans la high-tech, quoi. À l'époque, ce n'était pas le cas. En tout cas, moi, j'en avais pas conscience, je ne connaissais même pas le secteur, quoi. Donc, nous, c'est vraiment un projet qui était plus traditionnel, hein. On avait un partenaire industriel qu'on connaissait, on avait fait un cheminement ensemble de réflexion, de se dire est-ce qu'on écrit un business plan ensemble. Voilà. Donc, c'était un chemin qui se faisait, qui s'est fait progressivement, en fait. À savoir, on a fait une étude de marché ensemble, j'ai présenté les résultats. Enfin, c'était une réflexion stratégique qui a été menée en partenariat. Donc, c'est pas moi qui suis arrivé cold calling. Hey, les gars, est-ce que je peux lever de l'argent comme ça? C'était un petit peu plus structuré. Donc, c'est pour ça que ça rendait la chose moins impressionnante, parce qu'en fait, c'était très collaboratif. D'ailleurs, c'est ça qui nous a permis d'avoir une joint venture qui a duré presque 15 ans. Donc, fort de ça, on était bien structuré. On était avec des gens qui étaient très sérieux et des vrais businessmen qui voyaient sur le long terme aussi, quoi. Donc, fort de ça, ça a enlevé un petit peu. C'était moins le côté, j'arrive, la personne, je ne la connais pas, et je lui dis, bon, hey, t'as une demi-heure, est-ce que tu vas me filer 2 millions de dollars? Ça va être génial, quoi. Non, c'était beaucoup plus raisonnable. Et c'était beaucoup plus long aussi, hein. Ouais. Et depuis, Mathieu, vous n'avez plus jamais eu à lever des fonds. Après, ça a roulé tout seul, si je puis dire. Si, en fait, justement, ouais, donc j'ai pas levé de fonds. En fait, on a levé des fonds sur les 2 ou 3 premières années auprès de ces deux actionnaires en fait historiques. Ensuite, on a fait de l'argent, donc on a été en croissance organique. Et en 2016, j'ai dû sortir en fait en 2015-2016, j'ai racheté les parts de Mitsubishi qu'ils avaient toujours dans l'entreprise à ce moment-là. Et donc là, j'ai levé des fonds effectivement auprès de fonds d'investissement américains et français. Et donc là, c'était très intéressant. Là, c'était assez passionnant, en fait, parce que c'était rigolo de se retrouver en face de… Justement, ce qui était vraiment intéressant, c'était de se retrouver en face de l'écosystème de levée de fonds d'investissement américains, qui est très divers et varié, avec des différents types d'opérateurs qui offrent des choses tout à fait différentes. Et ensuite, d'aller en France
et de passer de Paris, de la place de Paris à la place de San Francisco, en fait. Hein. Tu prends l'avion et tu vas lever les fonds et tu mets en concurrence les dossiers. Et c'était une approche du business qui était très différente. C'était très intéressant. Et en l'occurrence, j'ai levé des fonds finalement en France en 2016 justement pour pouvoir les racheter et mener l'opération à bien. Alors justement, quand vous dites j'ai racheté les parts de Mitsubishi, c'est Mathieu Kohlmeier lui-même, personne physique, hein, qui a racheté les parts de Mitsubishi. Quelle est la répartition aujourd'hui du capital des huit de la Tour Angèle? Non, effectivement, j'ai racheté au travers de la Tour Angèle, en fait. Donc, c'est une entreprise familiale. Donc, d'un certain point de vue, j'ai relué les autres actionnaires qui sont effectivement mes deux frères et mon père. Donc, en fait, c'est une entreprise tout à fait familiale. J'en ai à peu près un tiers du capital. Aujourd'hui, je contrôle un tiers du capital. Et le reste du capital est en fait aux mains de mes deux frères et de mes parents. Et ces fonds d'investissement extérieurs représentent à peu près 9% du capital. Donc, c'est tout à fait minoritaire. L'idée, c'était juste de s'adosser quand même à des gens qui soient dans la banque, qui soient dans la finance, mais pas non plus l'idée pour nous, c'est une entreprise qui se veut pérenne et on se veut sur le long terme à son capital. Donc, l'idée, à partir du moment où si on dilue 30 ou 40% d'épargne d'entreprise, fondamentalement, on est un peu condamné à rentrer dans un cycle de levée de fonds ou en fait à rendre l'entreprise à terme, ce qu'on ne désirait pas faire à ce moment-là. Et vos deux frères et votre père, ils sont actifs dans la marche quotidienne de la société? Oui, alors mon père reste président en fait de l'entreprise au sens où en fait il est retraité, mais disons qu'il reste comme une sorte de super consultant ou quelqu'un qui suit l'activité parce que bon, il a toujours été au cœur de l'activité. Moi, j'ai un partenariat avec lui qui est très fort. On a travaillé pendant très longtemps ensemble, donc dès que j'ai une question difficile, je vais prendre le téléphone et l'appeler. Donc aujourd'hui, c'est un peu mon consultant caché un peu. Bon, c'est un peu moins le cas que ça a été l'été il y a un certain temps, mais donc j'apprécie toujours de l'appeler pour avoir son point de vue parce que même s'il est un peu éloigné de l'activité, il reste toujours avec un point de vue qui est très 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 riche. Mon frère Maxime, mon plus jeune frère, travaille dans l'entreprise. Effectivement, il gère la partie française du business. Et ça fait depuis 2006 qu'on travaille ensemble maintenant. Donc, c'est l'entreprise familiale, absolument. Mathieu, c'est super quand même d'avoir réussi à conserver, apparemment vous avez avec votre père une relation très très proche, quasi quotidienne, même s'il y a un océan qui vous sépare. C'est super d'avoir réussi, au travers du business, à préserver ce lien familial et ce lien de père à fils. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est quelque chose de pas fréquent chez les entrepreneurs de votre trempe. Écoutez, je sais pas trop, mais j'en ai absolument conscience. Ouais. C'est en fait, ça a été quelque chose d'assez incroyable en fait, parce que mon père en fait, quand j'avais 23 et 24 ans, quand j'ai monté cette entreprise, lui en fait, il avait prouvé lui-même ce qu'il avait besoin de prouver dans les affaires. Il avait atteint un niveau de confort financier qui était satisfaisant pour lui. Il ne cherchait pas à faire des trucs de. Enfin, ouais, l'idée, c'était pas de rentrer dans un excès où on n'est jamais satisfait avec toujours plus. Un peu le truc que la plupart des. Bon, c'est assez courant quand même. Le yacht, il faut que ça soit plus grand, la voiture plus chère. Des trucs qui, en fait, sont un peu insensés et qui n'amènent pas plus de bonheur que ça. Donc, lui, en fait, arrivé à 55, 60 ans, il aurait bien pu prendre sa retraite finalement et dire, OK, moi, j'ai pas besoin de plus. Mais le fait que moi je monte ce truc-là, lui, c'était une passion, il en était ravi, et donc c'était vraiment mon coach au début. Donc là, on s'appelle une fois par semaine, mais à l'époque, on s'appelait tous les jours, en fait. Tous les matins, moi je l'appelais à 8 heures, avec le décalage horaire, et je lui disais ce que j'étais en train de faire. Et pour lui, c'était vraiment un moment qui était super fort. Et après, voilà, au fur et à mesure, je suis parti, ouais, j'ai roulé ma bosse tout seul, quoi. Mais effectivement, ça a été une complicité extrêmement forte. Et enfin, moi, j'en suis très reconnaissant. Et aussi, je me rends bien compte enfin, il faut une certaine humilité aussi pour laisser de la place comme ça à son fils de prendre le champ. Donc, ouais, j'en ai tout à fait conscience. Ouais, moi, je trouve ça génial, Mathieu. Il y a une autre chose que je trouve géniale dans ce que j'ai lu sur vous, c'est que vous êtes implanté maintenant aux États-Unis, à San Francisco, mais vous essayez de tout faire à la française, dans la fabrication. J'ai lu, par exemple, que le matériel que vous utilisiez pour fabriquer vos huiles, il venait de France. Vous essayez de faire de la création française aux États-Unis. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? En fait, Planter un drapeau français quelque part dans la baie de San Francisco, d'une certaine manière. Oui, enfin, le savoir-faire initial, c'est un savoir-faire français. Donc, effectivement, les équipements sont venus de France et il y a eu un transfert de savoir-faire. La Californie et la France sont très proches. Hein. Vous savez, ces deux territoires, en fait, moi, j'habite à Berkeley, c'est un territoire qui est très francophile et qui partage beaucoup des mêmes valeurs. Alors, évidemment,
l'organisation de la société, l'aspect fédéral, l'aspect pionnier. Enfin, les États-Unis, c'est très différent de la France. Et souvent, les gens vont essayer de comparer ces deux territoires, ces deux modèles. Mais c'est un peu une comparaison qui est vaine parce qu'en fait, c'est des environnements qui sont tellement différents qu'on ne peut pas vraiment les mettre en perspective. Enfin, les comparer. Enfin, on peut toujours les comparer, mais en fait, ils sont très différents. Le fait est que il y a une passion pour la nourriture et pour l'alimentaire qui ici est très fort. Alors, il y a une très belle agriculture également, comme en France. Alors évidemment, l'histoire est différente, la structure de la société et même la propriété des terres est tout à fait différente. La taille des projets d'exploitation est bien plus grande en Californie qu'elle l'est en France. Mais donc, on retrouve pas mal de choses en commun. Donc, après, est-ce que j'essaye d'être le porte-drapeau de la France? Je ne sais pas, mais je pense qu'au travers des valeurs, probablement, c'est-à-dire des valeurs sociales, des valeurs solidaires, enfin, voilà, et je pense que dans notre modèle français d'égalité, fraternité, toutes ces choses-là, c'est des valeurs que on voit moi je le vois dans tous les entrepreneurs français, pas que dans l'alimentaire, mais aussi dans la tech. En fait, on vient avec quand même une notion de social et de rôle social qui est peut-être un peu plus développée, ou en tout cas qui prend une perspective un peu différente. Donc, ouais, il y a quand même un petit peu de la République, hein. Moi, j'ai fait des écoles publiques en France, tout ça. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Mathieu, la Tourangelle a dégagé son premier bénéfice aux États-Unis 2 ans après sa création. Et elle a dégagé son premier bénéfice quand votre produit est entré dans les grandes surfaces. Se faire référencer par des grandes surfaces, déjà en France, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Comment vous avez fait pour vous faire référencer en grande surface aux États-Unis, vous, petit Français, qui aviez une société qui existait depuis 2 ans? J'ai fait des salons, mais j'ai fait du cold calling et enfin, quand la porte elle est fermée, tu passes par la fenêtre, quoi. Enfin, il faut juste faire tout sur Terre pour être devant les yeux de l'acheteur, quoi. Donc, ça, c'est bon, c'est le principe du commercial. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et il faut essayer de se mettre en avant. Donc, concrètement, le premier grand meeting que j'ai eu, c'était effectivement au travers d'un salon où j'ai rencontré en fait un acheteur clé et il est passé sur le stand et il a vu que c'était intéressant. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ce qu'on appelle le guérilla marketing, où en fait, j'ai fait énormément de relations presse. Et donc, Le on est entré. guérilla marketing? Ouais, c'est-à-dire que tu n'as pas d'argent et tu fais du bruit, en fait. Tu fais du Ouais, bruit. ouais, c'est ça, ouais. Donc, D'accord. aujourd'hui, avec les social media, c'est plus facile, mais à l'époque, en 2003, il n'y avait pas les social media, donc c'était un peu différent. Mais fondamentalement, c'est dans le journal, quoi. Donc, à l'époque, j'ai réussi comme ça à rentrer dans 2000 Safeway, c'était un article de journal, en fait. Où le lendemain, l'acheteuse m'a appelé en disant, tiens, tu n'es pas dans les magasins, est-ce que tu veux y être, quoi. Donc, le maximum de visibilité, c'est comme ça qu'on a réussi. Euh, et après, voilà, quoi. Et après, il faut y rester, quoi. Parce que je pense qu'il y a une différence majeure entre la France et les États-Unis, c'est que, enfin, aux États-Unis, il y a une culture du risque surtout chez les supermarchés, ils sont beaucoup plus ouverts aux nouveaux produits. Et c'est pas anormal pour un acheteur de supermarché de placer les produits directement dans 1000 ou 2000 magasins. En France, l'acheteur, il va te mettre dans 2, 3 magasins, il va tester. Ça va être un petit peu plus difficile de rentrer dans beaucoup, beaucoup de magasins d'un coup. Donc aux États-Unis, la porte, elle est plus facilement ouverte, mais par contre, elle se referme aussi beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'en France, une fois qu'on rentre, on va donner un peu plus de chance. Donc c'est plus dur de convaincre, mais une fois qu'on a convaincu, on va donner peut-être plus de chance. Aux États-Unis, tu peux rentrer dans plein de magasins et l'année suivante, tout perdre. Donc il faut, voilà, c'est une culture du risque qui est un peu différente. Donc, c'est bien de pouvoir rentrer, mais ensuite, il faut surtout rester. Et donc, pour ça, il faut beaucoup se battre et essayer de gagner des consommateurs. Donc, ouais, c'était pas forcément évident, mais bon, on l'a réussi. Mathieu, vous avez évoqué quelques chiffres tout à l'heure, le nombre d'employés, la croissance. Après 23 minutes de conversation, on arrive au moment où on doit donner la possibilité aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent de se figurer un petit peu ce qu'est votre société, la Tourangelle. Est-ce que, au travers justement de plusieurs chiffres, vous allez pouvoir peut-être nous faire rêver, en faire rêver certains qui rêveraient de suivre votre trace? Donc, vous avez quelques chiffres pour donner un peu l'idée de l'entreprise. Oui, Ouais, pour dire que ça marche bien, en gros, c'est ce que je ouais, ouais. voulais dire. Bah, écoutez, hier comme avant-hier, non, bah, avant-hier, oui, hier comme avant-hier, on a embouteillé 110 000 unités. Voilà. Donc, chaque jour, on embouteille 110 000 bouteilles. Donc, ça fait quand même beaucoup, 110 000. Pour moi, je suis toujours assez surpris de constater qu'on ouvre l'usine à 3 heures du matin et on commence à embouteiller. Moi, je me lève vers 6 heures, 7 heures. Quand je regarde les chiffres, on a déjà embouteillé 25-30 000 unités alors que je viens juste de me réveiller. Et on continue à tourner toute la journée. Et à partir de 7-8 heures, je débranche. Mais en fait, on tourne jusqu'à 11 heures du soir. Donc, tous les jours, on embouteille comme ça 110 000 unités. Donc, ça, c'est beaucoup.
Donc ouais, on fait du 650 000 unités semaine actuellement. Donc c'est fort. C'est à peu près 56 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc là, typiquement, on a 1 million de dollars de commandes qui sont sur le dock, là, prêtes à partir tout de suite. Alors, c'est des trucs qui, évidemment, les chiffres dans l'ensemble, ça ne peut rien dire ou ça veut tout dire. Mais je veux dire, moi, j'ai commencé, on faisait 0 de chiffre d'affaires. Donc, quand je vois ça, je suis là. J'ai même du mal à croire moi-même que ça soit effectivement qu'on arrive à avoir cette taille-là. Et oui, beaucoup de salariés aussi, parce que j'ai porté toutes les casquettes. Quand on est entrepreneur, quand on a 20 salariés, j'ai eu 20 salariés pendant très longtemps, enfin, on est tout le temps sur le front, sur tous les grands sujets. En fait, on est le decision maker. Aujourd'hui, effectivement, on a un comité de direction, on a plus de staff, on a des managers, on a plusieurs niveaux. Donc, il y a quand même beaucoup plus d'hommes et de femmes sur qui on peut compter pour prendre les décisions. Et donc, ça fait un effet boule de neige, en fait. C'est-à-dire que finalement, plus on a de gens bien et plus on peut grossir plus on peut entreprendre des plus grands projets. Donc ça, c'est un côté qui est vraiment génial, en fait, d'arriver en fait, à pouvoir attirer des gens vraiment de grande qualité qui se disent, moi, je crois en ce projet, je vais travailler avec cette entreprise et qui contribue énormément, quoi. Donc, c'est plus que Mathieu, évidemment. Ça fait bien longtemps que c'est pas que moi, c'est toute une équipe. Hein. Il y a un chiffre qui parle bien aux gens, Mathieu, et vous l'avez pas cité, ce chiffre, c'est celui de la croissance annuelle. Il parle plus que le chiffre du chiffre d'affaires lui-même. La croissance annuelle, quelle est-elle? Bah, écoutez, sur le troisième trimestre, là, on est à plus 30% par rapport à l'année dernière. Trimestre à trimestre. Hein, À trimestre à trimestre. Voilà. Bon. Donc, oui, c'est ça. Donc, c'est pas mal, effectivement, d'avoir, au bout de 18 ans, d'arriver encore à faire plus 30% de croissance. Donc, c'est ça l'effet boule de neige que je citais, en fait. Finalement, on arrive toujours à trouver d'autres relais de croissance. Donc, ça se fait par palier. Et le premier jour, moi, j'ai embauché un DRH, j'ai eu l'impression que c'était une révolution. Et aujourd'hui, j'en ai 3 personnes dans le site et je me dis que je pourrais pas faire sans. Mais, donc, ouais, c'est comme ça que ça monte, quoi. Et donc, il y a ces phases où on a l'impression, oh là là, qu'est-ce que c'est génial d'avoir quelqu'un. Donc là, on est en train d'embaucher, par exemple, j'embauche un COO, ce que j'ai jamais eu. Et je suis sûr que ça va être un changement fantastique. Et au bout d'un an, je ferai, mais comment je faisais sans? C'est pas possible, quoi. Mais tout ça, c'est parce que c'est la taille de l'entreprise, la taille du business, c'est la complexité du business qui évolue et qui demande, en fait, à faire évoluer ça. Donc, ouais, il y a le jeu de coût fixe, ouais, c'est vraiment par palier, en fait. Donc, Mathieu, ça fait… Pardon, allez-y, excusez-moi. Non, je disais juste, effectivement, donc, quand tu regardes ta rentabilité, nécessairement, la courbe de rentabilité, elle a tendance à varier un peu parce que tu as tes coûts fixes qui augmentent toujours par étape, quoi. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent des gens qui me l'ont dit, et c'est presque plus dur de gérer une petite entreprise qu'une plus grande entreprise, parce qu'en fait, on est vachement plus exposé, quoi. Et donc, c'est quand même plus agréable d'avoir une équipe sur qui compter, quoi. Mathieu, ça fait 29 minutes et 10 secondes qu'on parle ensemble. Je voudrais terminer avec une question sur l'homme. Est-ce que, au cours de ces années, par rapport à l'idée que vous faisiez de la création de votre entreprise, est-ce que vous vous êtes surpris vous-même dans le bon sens? Est-ce que votre réussite vous surprend? Moi, ce que je découvre, en fait, il faut être vraiment honnête avec soi-même et il faut être aligné avec ce qu'on a vraiment envie avec ce qu'on a vraiment, enfin, ce qu'on a envie d'être, quoi. En fait, il y a un côté d'être, moi, ce que je vois avec le succès ou avec l'entreprise qui grandit enfin, plus je me développe et plus, en fait, j'essaie d'être moi-même, en fait. Ce que je disais, par exemple, vous me demandiez tout à l'heure, à 22, 23 ans, comment on était. Ok, j'avais moins confiance en moi et j'allais peut-être essayer d'agir plus comme les gens pensaient que je devrais agir et pas nécessairement comme j'avais nécessairement envie d'agir. Donc, je pense que plus je vieillis, en fait, et plus j'essaie d'être aligné avec ce que j'ai vraiment envie de faire. Et en fait, plus on fait ça, et plus on a du succès. Donc, il y a une sorte de cercle vertueux, en fait, à être. Faut pas avoir peur de qui on est vraiment, quoi. Donc, ça serait peut-être la phrase. C'est une super chute. C'est une super chute, Mathieu. Et je pense que effectivement, au-delà de votre réussite, c'est votre victoire. Et après, ce sera à ceux qui vont vous regarder d'en juger. Mais votre victoire, c'est surtout, c'est l'impression que j'ai eue pendant cette demi-heure qu'on a passée ensemble, c'est surtout d'être resté vous-même. Euh, vous êtes un môme quand on vous regarde. Vous êtes un môme et vous êtes resté un môme. Ok. Ah, mais je pense je vais essayer de cultiver ça. Je dis ça gentiment, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. En tout cas, Mathieu, c'est super, votre réussite. On a eu plaisir à vous entendre la raconter. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. Et je vais même pas vous souhaiter bonne chance. Est-ce qu'il peut vous arriver quelque chose dans la vie de votre entreprise? Est-ce que… Ah ouais, il peut toujours arriver des choses. Ouais. C'est ça, tout ce qui monte peut descendre. Donc, oui, il peut y arriver des choses. Mais bon, après, je pense que
j'essaie de prévoir quand même des plans de contingence. Donc, j'espère que ça devrait le faire. Bon, bah, comme ça, je peux vous souhaiter bonne chance. Alors, Mathieu, vous m'ouvrez ma chute et je vous souhaite bonne chance pour la suite. Et merci d'avoir été avec nous. C'était un bon moment, c'était sympa. Merci, Bon, bah, Mathieu. merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.